Bonjour, bienvenue dans le rendez-vous politique des Indes radios, Métro News et LCI. Nous recevons aujourd'hui Bruno Le Maire, bonjour. Bonjour. Ex-ministre et candidat déclaré à la tête de l'UMP, dont il sera évidemment beaucoup question aujourd'hui. Nous parlerons aussi de l'actualité avec la réforme ferroviaire et la fronde sociale des cheminots et des intermittents. Et puis comme d'habitude, les questions des radios, comme d'habitude aussi Frédéric Delpech, chef du service politique de LCI, et Christophe Joly, rédacteur en chef du quotidien Métro News, pour vous interroger avec moi. On commence, Christophe Joly, par la réforme ferroviaire. Jean-Pierre Raffarin s'est exprimé à ce sujet ce matin, indiquant que tous les parlementaires UMP avaient décidé de voter contre aujourd'hui ce projet de réforme. Est-ce que vous en faites partie de ceux qui vont voter contre ? Oui, je voterai contre ce projet de réforme. D'abord, c'est une réforme à la François Hollande. C'est-à-dire que personne n'y comprend rien, on rajoute de la complexité à la complexité, et on ne sait absolument pas, au bout du compte, ce qui va résulter de cette réforme. Ensuite, je pense que c'est une réforme qui crée une espèce de monstre juridique dont on ne sait pas très bien quelles vont être les responsabilités. C'est une réforme qui stabilise la dette de la SNCF, mais qui ne la fait pas baisser. Moi, j'ai envie qu'on fasse baisser la dette de la SNCF, j'ai pas envie qu'on la stabilise. C'est une réforme qui ne prépare pas à l'ouverture à la concurrence. Moi, je vais vous dire, la concurrence, j'y crois. Je pense que la concurrence, c'est la meilleure façon pour le client, et pour moi, c'est le client qui compte avant tout, pour le client d'avoir un meilleur service, des trains plus réguliers, des trains plus confortables, des trains plus propres, avec un coût qui soit le plus limité possible. Donc je voterai contre cette réforme sans beaucoup d'interrogations à ce sujet. Et le fonctionnement actuel est le plus adapté à cette adaptation que vous demandez ? Je pense que la séparation de deux activités, c'est-à-dire l'opérateur ferroviaire et puis la SNCF elle-même, c'était la meilleure solution. C'est ce que nous avions engagé en 1997. C'est ce qui était demandé par l'Union européenne. C'est ce qui permettait, une fois encore, de préparer à la concurrence. Je crois qu'au bout du compte, il faut savoir où on veut aller, plutôt que de faire des réformes techniques, des réformes incompréhensibles comme le fait François Hollande. Moi, ce que je veux, c'est un service en matière de transport ferroviaire qui soit le meilleur possible pour les clients, qui soit le coût le plus faible possible et qui permette de développer d'autres activités comme le fret ferroviaire. Je préfère les trains aux camions, ça pollue moins. Mais c'est ça mon ambition sur le long terme. Enfin, cela dit, le système actuel, on a vu d'ailleurs au moment de la fameuse affaire des trains trop larges, trains trop grands pour les quais. Que le fonctionnement n'était pas idéal entre Réseau Ferré de France et la SNCF. Cette réforme, elle est quand même censée corriger ça bien aussi. Bien sûr qu'on peut améliorer le fonctionnement. Il y avait un côté Shadok dans ces trains trop grands pour les quais. Évidemment, si les gens ne se parlent pas, ce qui est tout de même peut-être la première difficulté en France. Les gens qui ne se parlent pas, qui ne savent pas travailler ensemble. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut que tous ensemble, on essaye d'améliorer un peu les choses. C'est normal qu'on ait des situations aussi ubuesques. Mais ça ne justifie pas la création d'un gigantesque ensemble, dont on ne comprend pas très bien d'ailleurs qui va être le premier responsable, et qui crée du coup de l'inquiétude et de l'illisibilité dans ce que l'on veut faire. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi, quand même, vous dites qu'il faut se parler, mais à l'UMP, des gens qui ne se sont peut-être pas beaucoup parlé non plus, parce possible. qu'on avait l'impression que la droite appelait le gouvernement à ne pas céder, et puis finalement, on a des voix très, très discordantes, entre Xavier Bertrand qui dit qu'il votera le texte, d'autres comme vous qui disent qu'ils ne le voteront pas. Alors, expliquez-nous ce qui s'est passé. Ça, vous demanderez aux uns et aux autres la raison de vous leur dites position. C'est possible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, une fois encore, l'intérêt général. C'est savoir où nous voulons aller avec la SNCF. La SNCF, c'est une magnifique entreprise nationale. J'y suis profondément attaché. Et je voudrais rendre hommage aux 86% de salariés de la SNCF qui, eux, ne font pas grève, qui, eux, travaillent, qui, eux, essayent de faire tourner la boutique et qui voient qu'une minorité est en train de torpiller une des plus belles entreprises nationales. Une minorité. Enfin, visiblement c'est soutenu par l'UMP quand même, qui du coup, on a l'impression que c'est un peu CGT, UMP, même combat quand même. C'est même ce que disait le Figaro aujourd'hui. Je suis opposé à cette réforme parce qu'on ne voit pas où elle emmène la SNCF et que je pense qu'elle est à contre-courant de ce qui est nécessaire en matière d'ouverture à la concurrence. Et je suis extraordinairement ferme vis-à-vis des grévistes. Donc le gouvernement doit céder ou pas ? Incompréhensible. Le gouvernement doit céder ou pas ? Parce que s'il fait ce que... C'est au gouvernement de se débrouiller. C'est lui qui a mis cette mauvaise réforme sur la table, qui n'a pas su gérer l'avenir de la SNCF, à lui de se débrouiller. Moi, je m'opposerai à cette réforme parce que j'estime qu'elle ne va pas dans le bon sens et je dis aux grévistes, stop. Votre grève est incompréhensible. Les clients de la SNCF ne peuvent pas comprendre que jour après jour, ils attendent les trains, ils vivent dans la pagaille, ils vivent dans l'inquiétude, dans l'agacement, dans l'énervement. Regardez les conditions dans lesquelles des dizaines de milliers de jeunes hier ont passé le baccalauréat. Vous trouvez ça acceptable ?
Mais franchement, notre pays peut peut-être un peu progresser en matière de dialogue social. Il peut peut-être avancer. La grève n'est pas l'alpha et l'oméga des solutions quand on cherche à trouver une solution à un problème. Frédéric Delpech. La semaine dernière, vous vous êtes doté d'un nouveau secrétaire général en la personne de Luc Châtel. Or, ce Luc Châtel, hier, appelait à un report pur et simple du texte à l'Assemblée. Vous êtes sur une autre ligne, je voterai contre le texte. Est-ce que ça veut dire que l'UMP aujourd'hui n'a plus de gouvernance, l'UMP n'est pas capable d'avoir une position commune? On ne comprend plus très bien. Laissez-nous un peu de temps. Laissez-nous un peu de temps. La position sur le sujet, vous l'avez vu, elle est claire. Opposition totale à la réforme de François Hollande qui est illisible. Mais report du texte condamnation sans réserve de grévistes dont la position est incompréhensible et illégitime. Oui, mais est-ce qu'il faut ou non reporter la discussion sur le texte à l'Assemblée? Je réponds à votre question sur l'UMP. On vient de traverser une crise très grave. C'est la deuxième en un peu moins de 3 ans. Il y a eu la guerre des chefs en 2012. On a maintenant les problèmes financiers qui ont entraîné la démission de Jean-François Copé. On vient de mettre en place une direction transitoire. C'est normal qu'il y ait une phase de rodage, que tout ne soit pas parfait. Je suis le premier à reconnaître qu'effectivement, ce n'est pas formidable de voir qu'il y a des positions divergentes qui peuvent apparaître sur des sujets aussi importants. Mais c'est une phase de transition. Laissez-nous un peu de temps pour qu'on puisse sortir de cette crise. Ensuite, il y aura un congrès à l'automne, qui est un rendez-vous majeur pour notre famille politique. Là, les militants choisiront un nouveau chef. Alors, ça, on va y revenir dans si je peux la me deuxième permettre, partie de l'émission. On reviendra sur de bons rails. Sur le fait que Luc Châtel ait demandé le report pur et simple du texte à l'Assemblée, est-ce que vous êtes, oui ou non, d'accord avec cette position? C'est la position de Luc Châtel. Je vous donne ma position, qui est celle qui sera prise probablement par le groupe UMP à l'Assemblée nationale, qui a été rappelée, comme vous l'avez dit, par Jean-Pierre Raffarin. Opposition totale à un texte qui est illisible, incompréhensible, dont on ne sait pas où il emmène la SNCF et qui ne prépare pas cette grande compagnie à l'ouverture à la concurrence internationale. C'est pas ce que disent certains aussi, dont Thierry Mariani, qui était ministre des Transports, qui dit qu'elle est dans le bon sens, etc. On a l'impression quand même que là, il y a plutôt une posture, on va dire, d'opposant de l'UMP. Mais c'est pas une posture. Non. J'ai dit que je serais un opposant de fer. Je suis un opposant de fer quand j'estime que les réformes qui nous sont proposées n'ont pas de sens, sont illisibles. Enfin, si vous-même, autour de cette table, vous avez réussi à comprendre ce qu'on nous proposait, vraiment, chapeau. Ensuite, moi, je regarde les résultats. Stabilisation de la dette. Je vous le dis, je ne veux pas stabiliser la dette de la SNCF. Je veux la faire baisser. On nous dit ça ne prépare pas vraiment l'ouverture à la concurrence. Moi, je veux une vraie ouverture à la concurrence pour que les clients soient les mieux servis. Et les clients, ça passe avant tout. Puis troisième chose, on nous dit elle est formidable cette réforme, elle ne touche pas au statut des cheminots. Et ben moi, je souhaite qu'on touche au statut des cheminots. Je ne vois pas au nom de quoi, aujourd'hui, un certain nombre de salariés de la SNCF auraient droit à un départ à la retraite anticipé, auraient droit à un certain nombre d'avantages matériels. Je pense que les autres salariés français ne peuvent pas comprendre ça. Et je pense que la France a besoin d'équité entre ses salariés. Elle a besoin d'avoir le sentiment que chacun est traité de la même manière. Et une réforme qui vous dit ça va préserver le statut des cheminots, ça ne prépare pas l'ouverture à la concurrence et ça ne fait que stabiliser la dette, pour moi, c'est une mauvaise réforme et je la combats. Alors on va passer à un autre statut, justement celui des intermittents. Frédéric Delpech. Alors là, peut-être que effectivement l'UMP a une position un peu plus similaire, en tout cas sur le fait de valider ou non l'accord qui a été signé en mars dernier entre donc le patronat et 3 syndicats concernant le statut des intermittents, enfin plus précisément l'indemnisation des intermittents et de certaines catégories de chômeurs. Est-ce que, oui ou non, là, vous êtes d'accord avec le gouvernement qui souhaite signer cet accord? Oui. Je pense que ce sera un révélateur du courage ou de l'absence de courage du gouvernement. Ce que je ne comprends pas très bien, c'est qu'une signature, ça prend quoi? 3 secondes? Et ça dure depuis combien de temps, la crise des intermittents? 3 semaines? Je trouve que leur courage, que ce soit celui de M. Valls, que ce soit celui des autres membres du gouvernement, il est assez limité. Il faut 3 secondes pour apposer une signature en bas d'un texte qui prévoit un délai de carence pour les intermittents du spectacle, comme pour tous les autres salariés en France. Là encore, question d'équité. La France a besoin d'équité et de justice. Elle a besoin d'avoir le sentiment que chacun est traité de la même manière. Donc que le gouvernement signe rapidement, et puis qu'on tourne la page. Enfin, il y a quand même la menace très sérieuse d'annulation, de perturbation d'un certain nombre de grands festivals cet été. Que chacun prenne ses responsabilités. Que chacun prenne ses responsabilités. Je vais vous dire, cette crise des intermittents du spectacle, elle est le révélateur du mal français. Le vrai révélateur du mal français. Elle est révélateur du mal français parce que c'est le signal de l'intérêt particulier qui l'emporte sur l'intérêt général.
de l'intérêt de quelques milliers de personnes qui l'emportent sur l'intérêt de tous les spectateurs, de la France entière, du monde de la culture. C'est le symbole du mal français parce que chaque année, ou quasiment, nous avons la crise des intermittents, du spectacle, et jamais le problème n'est réglé sur le fond. Nicolas Sarkozy n'a pas réussi à le régler, Eh bien, on s'en souvient. nous n'avons pas réussi à le régler sur le fond, personne n'a réussi à le régler sur le fond. Je demande qu'une fois pour toutes, on règle ce problème sur le fond. Mais comment ? C'est quoi le régime d'intermittent du spectacle ? Je vais vous dire. C'est tout simplement un complément de revenus pour un certain nombre de personnes qui travaillent dans le monde de la culture ou d'ailleurs qui n'y travaillent pas. Qui est une Parce que beaucoup de subvention personnes- indirecte, qui est une manière aussi de subventionner la culture avec des festivals qui créent de l'emploi Oui, et dans des pourquoi villes, du est-ce dynamisme que- économique. Pourquoi est-ce que les salariés du privé financeraient la culture ? Moi, je suis un homme de culture, mais j'estime que c'est à l'État, c'est au pouvoir public de financer cette culture. Pourquoi est-ce que les salariés du privé cotiseraient sur leur feuille de paye, qu'ils soient employés, qu'ils soient simples salariés, qu'ils soient cadres, qu'ils soient dans n'importe quelle activité professionnelle possible, pourquoi est-ce que sur leur feuille de paye, ils cotiseraient pour le régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle? Alors, est-ce que vous dites Qui comme peut Laurent, comprendre ça? comme Je vous vous dites dis comme Laurent simplement, Wauquiez qu'il faut supprimer le système des intermittents? je dis qu'il faut tout remettre à plat. Je dis qu'il faut le remettre à plat parce que ce système-là, il est injuste. Et pour arriver Il à est quoi ? illégitime. Rien ne justifie que sur la feuille de paye d'un salarié du privé, on cotise pour financer le régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle. Rien ne justifie que autant d'entreprises en France, autant d'entreprises, y compris des entreprises publiques, abusent de ce système. Vous le remettez à Elles plat, abusent de ce système. vous le remettez à plat au bénéfice de quoi, si ce n'est de supprimer ce régime des intermittents? Non, je le remets à plat. Je ne vous dis pas supprimer. Je dis remettons à plat le système Ça veut dire quoi d'indemnisation du remettre à plat chômage. alors? Ça veut dire que Eh bien, l'État compense, l'État paye, Regardons on ce qui est subventionne justifié, ce qui différemment. n'est Comment pas on fait? justifié. Au-delà des intermittents du spectacle, ça fait quoi, 3 ans que je demande une réforme globale de l'indemnisation du chômage en France. 3 ans. Là encore, on est sur le symbole du mal français, c'est-à-dire l'incapacité à traiter les problèmes au fond. Depuis 3 ans, je tire la sonnette d'alarme sur ce sujet-là, en disant on ne peut pas continuer avec un modèle français dans lequel nous avons l'indemnisation du chômage qui est parmi les plus coûteuses de tous les pays européens, et en même temps, on continue à avoir 10% de taux de chômage en France. Alors, on se Donc, j'ai souvient- proposé, et ça vaudra pour les intermittents du spectacle, ça vaudra pour tous les salariés, un système à la fois plus juste et plus efficace. Plus juste, ça veut dire que dès que vous êtes au chômage, on vous accompagne, on vous donne la formation qui est nécessaire pour vous, on vous redonne une qualification si vous en avez besoin, si vous n'avez pas eu la chance d'aller suffisamment loin dans vos études. On tient compte de vos situations particulières. Regardez les femmes qui sont seules, qui élèvent leurs enfants seuls. C'est 1000 fois plus difficile pour elles de retrouver un emploi. Je demande qu'on fasse en particulier attention à ces femmes isolées qui élèvent des enfants lorsqu'elles veulent reprendre un emploi. Mais Et en réduisant contrepartie la de durée ça, d'indemnisation. En contrepartie de ça, je demande une réduction de la durée d'indemnisation du chômage. Je demande qu'on soit plus strict sur la reprise d'emploi. Si on vous a donné la bonne formation, qu'on vous a trouvé l'emploi qui correspond à votre qualification, qu'il y ait une obligation de reprendre cet emploi, sans quoi il n'y a pas d'indemnisation du chômage. C'est ça un système juste. Mais là, Et ça malheureusement, avait été retoqué à l'époque comme quand vous toujours- l'aviez proposé en 2012 Eh oui. pour le programme présidentiel de avait été Nicolas retoqué, Sarkozy. Ça avait été retoqué et retoqué par par la l'UMP. droite. Voilà. est retoqué par l'UMP. Mais vous le savez, ce que je propose, c'est un changement complet du modèle français. Je pense qu'il faut tout simplement remettre du bon sens, remettre les choses à l'endroit. Quand les salariés du privé se mettent à cotiser pour l'assurance chômage des intermittents du spectacle, c'est que les choses sont à l'envers. Quand autant d'entreprises publiques, je dis bien publiques, peuvent abuser du système des intermittents du spectacle, c'est que notre système est à l'envers. Quand en matière d'assurance chômage, on préfère donner un chèque aux chômeurs plutôt que de les aider à retrouver un emploi, c'est que notre système marche sur la tête et qu'il est à l'envers. Moi, je veux tout simplement remettre les choses à l'endroit. Dans cette affaire des intermittents du spectacle, est-ce que vous renvoyez dos à dos la CGT Spectacle, qui est en pointe dans ce combat contre cet accord, et la CGT Sudrail, qui sont, eux, dans l'action à la SNCF? Est-ce que pour vous, ces syndicats-là ont Je renvoie dos à dos tous les corporatismes, tous ceux qui défendent les intérêts particuliers, tous ceux qui oublient l'intérêt général, tous ceux qui oublient tout simplement l'intérêt de la France, tous ceux qui oublient qu'aucun système ne tient s'il n'est pas d'abord juste. Juste. C'est-à-dire que les gens puissent se dire, voilà, c'est peut-être difficile, peut-être qu'il faut faire des efforts, mais au moins c'est juste. Quand en matière, par exemple, de retraite, vous avez autant de différences entre les dispositifs pour le secteur public et les dispositifs pour le secteur privé, par exemple sur les délais de cotisation, par exemple sur la prise en compte des meilleures années, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait tant de crispation en France. Les Français ne demandent que du bon sens
et de la justice. Mais ce sont des syndicats pour vous qui sont quoi? Qui sont réactionnaires? Comment vous pourriez les qualifier? C'est du corporatisme et de la défense des intérêts particuliers. Les 14% de cheminots qui font grève aujourd'hui, et Dieu sait que La j'ai CGT dit attaché... qu'ils sont plus que 14%. Oui, on peut toujours débattre sur les chiffres. Ce que je sais, c'est qu'en face, il y a 80% de gens qui bossent, de gens qui travaillent, de gens qui aimeraient que leur entreprise tourne bien, de gens qui sont comme moi fiers de la SNCF et qui en ont ras-le-bol, qu'on abîme la SNCF, qu'on creuse la dette de la SNCF pour un conflit social qui n'a aujourd'hui, je le dis, aucune légitimité, que personne ne comprend. Personne ne comprend les revendications des 14, 15, le chiffre, c'est celui que vous voudrez, je ne suis pas à 1% près. Personne ne comprend les revendications de ces cheminots. D'accord. Alors, le rendez-vous politique des Indes radios Métro News et LCI avec Bruno Le Maire continue avec une autre réforme, celle de la loi famille qui faisait un aller-retour éclair hier dans l'hémicycle. Le temps de voter une disposition à laquelle se sont opposés beaucoup de parlementaires UMP, du moins ceux qui étaient présents hier. Donc, la disposition concerne la création d'un mandat d'éducation quotidienne pour les beaux-parents, un mandat révocable. Est-ce que c'est une mesure que vous avez désapprouvée, approuvée? Je ne comprends pas cette manie du pouvoir socialiste de mettre sous tutelle des pouvoirs publics les gens. Moi, j'aimerais juste qu'on laisse un peu la paix aux gens et qu'on table davantage sur la responsabilité individuelle de chacun. Je crois que ce qui caractérise justement en matière de réforme de société le pouvoir socialiste depuis un peu plus de 2 ans, c'est la volonté de mettre sous tutelle la société française, sous tutelle des pouvoirs publics. Eh bien moi, je m'oppose fortement à cette vision de la société. Je crois à la responsabilité individuelle. Quand on nous dit, par exemple, c'est la même logique, qu'en matière de versement des pensions, si quelqu'un ne paye pas sa pension, au lieu d'être condamné par les tribunaux et forcé à payer sa pension alimentaire, on va mettre en place un dispositif public, une espèce de fonds de garantie. Ben non, c'est pas la bonne solution. C'est aux individus de prendre leur responsabilité. C'est aux individus de prendre leurs responsabilités. Et quand ils n'assument pas leur pension alimentaire, ils sont condamnés, ils sont sanctionnés et ils sont obligés de payer la pension alimentaire ou sinon on fait une retenue sur leur propre capital et sur leurs propres revenus. C'est ça pour moi une vision nouvelle de la société française. Et le française. nouveau report du texte, là, c'est une victoire de l'UMP ou c'est finalement le gouvernement qui ne tenait pas tant à ce que ce texte soit voté, là? Ça montre que le gouvernement ne tient pas à grand-chose. Il ne tient pas à sa réforme sur les intermittents du spectacle. Il ne sait pas poser une signature qui prend 3 secondes. Il ne tient pas tellement à sa réforme sur la SNCF. Il ne sait pas du tout où ça doit l'emmener. Et on sent qu'il commence à hésiter. Je note sur la réforme SNCF qu'il y a une grande disparition. Moi, je suis inquiet. Où est passée Mme Royal? Où est passée Mme Royal? Mme Royal est responsable du dossier. C'est elle qui a la tutelle de la SNCF et des transports. Alors, tant mieux, ça permet à M. Cuvillier de sortir de l'anonymat, formidable. Mais Mme Royal, elle est quoi? Vice-présidente, on dit, du gouvernement. Elle est aujourd'hui le numéro 2. C'est elle qui est censée assumer toutes les responsabilités. Qu'elle assume ses responsabilités sur la SNCF. Un peu non, je lis les journaux. Je lis les journaux comme vous. Elle est numéro 2, il me semble. Elle a donc une responsabilité particulière. On est dans une crise grave qui met sans dessus-dessous la vie quotidienne des Français, de tous ceux qui prennent le RER le matin, qui ont 1 heure de transport, qui sont obligés de prendre les transports publics, ils n'ont pas d'autre possibilité. Et la numéro 2 du gouvernement ne sort pas du bois, ne prend pas ses responsabilités, ne donne pas position. Où est Mme Royal? Et quand est-ce que Mme Royal va enfin faire un petit effort pour essayer de régler le dossier de la SNCF? Christophe Joly. Selon un sondage récent LCI Métro News, une grande majorité des Français, plus d'un tiers, considèrent que le Front National s'oppose le mieux au gouvernement, contre 14% pour l'UMP. Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire qu'il faut être encore plus ferme, encore plus déterminé, encore plus clair dans notre opposition. Et je l'ai dit, je serai, si je suis élu président de l'UMP, un opposant de fer. C'est-à-dire que je ne laisserai rien passer. Non pas systématique. Vous pourriez voter des textes non pas systématique, mais je ne laisserai rien passer de ce qui ne me semble pas aller dans le bon sens. Moi, je regarde les résultats. Qu'est-ce que je vois? Je vois une croissance à 0%. Je vois un chômage qui continue d'augmenter. On va bientôt avoir 1,5 million de chômeurs en plus depuis que François Hollande est élu, alors que sa première promesse de campagne était d'inverser la courbe du chômage. Je vois qu'en matière de réduction des déficits, ils ne tiendront pas leurs objectifs. Donc c'est échec sur toute la ligne. Je suis bien obligé de le constater. Vous considérez effectivement que l'UMP était un mauvais opposant sur la base du chiffre dont on vient de parler? Je considère que nous avons mieux à faire pour avoir une voix unie
une voix forte. Vous l'avez dit sur la SNCF, mais je le dis, on est en période de rodage. Donc c'est le résultat des voix dissonantes sur les sujets ? Nous devons avoir une voix forte, une voix unie, ce qui nous impose d'autres méthodes de travail. Je pense que lorsqu'il y a des sujets aussi importants ou des phénomènes de société aussi importants que la grève que nous vivons actuellement, qui touche tant de Français, eh bien, nous devons nous réunir, nous devons discuter, nous devons savoir exactement quelle sera notre position. Nous devons être capables aussi de ne pas rester dans les calendriers habituels. Les réunions de groupe, UMP, les réunions du parti, c'est le mardi et le mercredi. Ben, s'il y a une grève, qu'on puisse se réunir même un dimanche, même un samedi. Tous ceux qui, on voit au chapitre, tous ceux qui peuvent s'exprimer sur les médias, qu'on dit écoutez, il y a une difficulté. C'est une grève qui est grave, qui touche tous les Français. Quelle va être notre position ? On échange d'abord entre nous, avant de débattre sur les plateaux. D'accord, donc ce qui s'est passé sur la SNCF, ne pas refaire, c'est ça ? Non, ne pas refaire. Moi, je ne vise absolument personne, mais c'est sûr que ce n'est pas formidable de donner le sentiment qu'il y a différentes positions au sein de l'UMP sur un sujet comme celui-là. Je pense surtout qu'on doit pouvoir travailler davantage ensemble. Et là encore, j'ai dit que je serais un président qui rassemble. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un président qui est capable d'écouter les voix des uns et des autres, si vous êtes président de l'UMP, si je suis élu par les militants à l'automne prochain, qui est capable, quand il y a des crises comme celle-là, de rassembler tout le monde et de dire, écoutez, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi notre position ? Qu'est-ce qu'on dit sur les plateaux de télévision ? Mais qu'il y ait une seule position. Vous croyez que c'est possible ? C'est pas un peu illusoire, quand on est patron d'un parti politique de... Très idéaliste, mais je suis un idéaliste. Et je pense que quand on est un responsable politique, il ne faut pas être simplement un gestionnaire, il faut aussi porter un idéal. On se souvient quand même que vous avez eu vous-même à une époque des positions singulières. Hein. Vous vous étiez abstenu sur le mariage pour tous. Voilà. Vous souteniez à un moment même le pacte de responsabilité en disant que vous preniez François Hollande au mot. Ça veut dire que maintenant que vous êtes candidat à la tête de l'UMP, vous ne pouvez plus avoir ces positions singulières ? Absolument. Je peux garder mon originalité et je la garderai. Sur le mariage pour tous, je ne fais pas partie de ceux qui tiennent un discours en privé et un autre discours en public pour plaire à tout le monde. J'assume mes convictions. Oui, je suis favorable au mariage, à l'union entre deux personnes de même sexe. Et j'estime que l'amour homosexuel mérite les mêmes protections que celles qui sont accordées à ceux qui vivent dans un amour hétérosexuel. Je l'assume totalement. J'ai fixé une ligne rouge très claire qui est le droit à l'enfant. Pour moi, il n'y a pas de droit à l'enfant. Et je combattrai la PMA pour les couples homosexuels, je condamnerai la gestation pour autrui, parce que ça ne correspond pas à ma vision de la société. On peut débattre de ça. Je sais que certains ne sont pas d'accord. Vous savez, j'ai reçu les responsables de la Manif pour tous, j'ai reçu le Devine de la Rochère, nous avons discuté ensemble, on a eu une bonne discussion. Il y a des points d'accord, notamment sur ce refus du droit à l'enfant. Il y a des points de désaccord. Je les assume. Un chef, ce n'est pas quelqu'un qui trompe les gens. Un chef, ce n'est pas quelqu'un qui dit quelque chose en privé et qui ensuite, en public, a un autre comportement. Un chef, c'est quelqu'un qui assume totalement ses convictions. J'assume totalement mes convictions. Même si, pour le coup, dans le cadre de la course à la présidence de l'UMP, c'est peut-être pas un atout, là, ce que vous nous dites ce matin. J'en ai reçu plein. Ouais. Des gens qui m'ont dit « Ah, attention, vous allez avoir des gens qui vont s'opposer, vous êtes candidat à la présidence de l'UMP, il faut que vous mettiez un peu d'eau dans votre vin, que vous reveniez sur votre position sur le mariage homosexuel et sur les couples homosexuels. » Il en est hors de question. J'ai des convictions, je les assume jusqu'au bout. Un chef est quelqu'un qui assume totalement ses convictions, qui assume le débat démocratique et qui est capable de dire là je suis d'accord, là je suis pas d'accord. Là, il faudra peut-être accepter qu'il y ait des voix discordantes à l'UMP. Il y aura des voix discordantes. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi et je respecte totalement leur position. Mais il ne faudra pas qu'ils s'expriment. Totalement. C'est ça ? Mais sur des sujets de société aussi sensibles que ceux-là, c'est les convictions intimes qui parlent. C'est les convictions intimes qui parlent. Mais qu'est-ce que vous penseriez d'un chef qui changerait d'avis tous les 6 mois et qui serait incapable de défendre sa vision de la France? J'ai une vision de la France. Je l'assume totalement et les positions que j'ai prises, je les défends parce que ça correspond à des convictions fortes chez moi. Je pense que les militants UMP, ils préféreront un homme de conviction à quelqu'un qui se cache derrière son crayon. Frédéric Alors, Delpech. la position du chef, on va la connaître sur la réforme territoriale, puisqu'on va aborder ce chapitre. En Conseil des ministres, demain, donc, 2 textes de loi seront présentés. Un pour repousser les élections régionales à 2015, novembre ou décembre 2015, et puis l'autre pour définir les compétences entre régions et intercommunalités, en gros pour vider de leur substance les pouvoirs des conseils généraux. Est-ce que ces 2 textes vont dans le bon sens ? À quoi elle sert cette réforme ? Moi, c'est la question que je me pose. Vous avez un pays qui a un quart de ces jeunes qui ne trouvent pas d'emploi.
Enfin, longtemps, la droite a réclamé Vous avez un quand même pays une qui réforme a territoriale. des personnes de plus de 50 ans qui sont licenciées du jour au lendemain, ils n'ont pas de réponse à leurs problèmes. Et au lieu qu'on touche à l'indemnisation du chômage, au lieu qu'on mette en place ce fameux pacte de responsabilité dont vous avez parlé, moi je l'ai approuvé le 14 janvier parce que je pensais que le 1er février il serait mis en œuvre. On est aujourd'hui mi-juin, il n'y a toujours pas de pacte de responsabilité, de pacte de compétitivité qui est mis en œuvre. Il est mort, on l'a tous compris. Il est mort, le pacte de responsabilité. Mort et enterré par les partenaires sociaux eux-mêmes. Donc il y a peut-être plus urgent à faire que cette réforme territoriale. En deuxième lieu, la manière dont cette réforme territoriale est engagée, permettez-moi de vous dire, mais pour tous les Français, c'est difficilement compréhensible. Moi, je pense à l'habitant de Chartres. Je connais bien la ville de Chartres, très belle ville, dirigée par le député-maire Jean-Pierre Gorge, qui a son identité, qui a ses particularités, qui appartient à cette grande plaine de la Beauce, qui est un endroit particulièrement terrien. On leur dit, vous allez être dans la même région que les habitants de La Rochelle. Là aussi, j'aime beaucoup La Rochelle, c'est une des plus belles villes de France, ouverte vers l'océan, mais pardonnez-moi de vous dire, c'est pas la même culture que la culture des habitants de Chartres. Et on les met tous ensemble, on leur dit, ça a été décidé par le président de la République, dans son bureau, un soir, il a pris sa paire de ciseaux, et il a dit, vous allez être dans la même région. Désolé, c'est pas compréhensible. Alors si au moins, au bout du compte, ça permettait quand même de faire des économies qui se chiffreraient en milliards d'euros, et que vraiment ça améliorerait l'organisation territoriale du pays et l'organisation administrative du pays. Je dirais, pourquoi pas? Mais c'est même pas le cas. C'est même pas le cas. On ne vous précise pas ce qu'il va en être des compétences. On n'en sait rien. Les conseils généraux... Conseil des ministres. Oui, mais enfin, on aurait peut-être pu en discuter un petit peu avant. Les conseils généraux devaient disparaître. Leur disparition est reportée à quoi? 2022. À quoi ça rime? Donc au bout du compte, c'est une réforme qui touche à l'identité des territoires français, ce qui, bien entendu, peut heurter beaucoup de Français, et je les comprends, qui ne résout aucun des problèmes d'organisation administrative du pays et qui ne permettra pas de faire des économies. Tout ça pour ça, je trouve ça un peu dommage. Donc pour vous, ce sera non. Pour moi, ce sera non. Au Parlement, vous voterez aucun des deux textes. Je ne voterai aucun des deux textes parce que je ne me vois pas aller expliquer à un certain nombre de mes concitoyens que j'approuve les découpages qui ont été retenus, que j'approuve une réforme qui est, une fois encore, une réforme faite à moitié, qui ne va pas au bout de sa logique, et que je n'approuve pas une réforme qui ne fait pas des économies substantielles. Alors, est-ce que vous faites un peu de crédit tout de même à Manuel Valls lorsqu'il souhaite détricoter la loi Allure de Cécile Duflot, revoir par exemple le processus d'encadrement des loyers ou de garantie universelle? Est-ce que là, au moins, Manuel Valls va dans votre sens? Oui. C'est toujours bien de reconnaître ses erreurs. Donc que Manuel Valls reconnaisse ses erreurs, formidable. Ce que je trouve quand même un tout petit peu surprenant, c'est que cette majorité n'avait pas de mots assez louangeurs sur la réforme de Madame Duflot, pour dire que voilà, c'était une fois encore la tutelle des pouvoirs publics qui s'imposait à la société française, que ça allait permettre de stabiliser les loyers, de bloquer les loyers. À quoi ça aboutit? Il n'y a plus un seul propriétaire qui veut mettre ses logements et sa propriété en location sur le marché. Ça bloque totalement le marché. Manuel Valls reconnaît cette erreur. Très bien. Mais ce qui m'inquiète, c'est que depuis le début du quinquennat de François Hollande, on tourne en rond. C'est-à-dire qu'on fait une chose, puis on la détricote, puis on refait autre chose. Pourquoi est-ce que sur la réforme territoriale, M. Hollande a supprimé le conseiller territorial mis en place par Nicolas Sarkozy, si ce n'est parce que ça avait été mis en place par Nicolas Sarkozy? Tout ça pour 2 ans plus tard, nous dire on va supprimer un certain nombre de régions et on va refaire quelque chose qui se rapproche du conseiller territorial en moins bien. En moins bien, parce que j'estime que cette réforme territoriale, c'est le conseiller territorial de Nicolas Sarkozy en moins bien. Pourquoi avoir passé près d'1 an à négocier ce texte sur la loi Allure pour 1 an plus tard nous dire, dans le fond, ça ne marche pas du tout, c'est du bidouillage complet, ça bloque le marché. Nous l'avions dit, nous l'opposition, nous l'avions crié sur tous les toits. Et la majorité nous avait répondu à l'époque, vous avez tort, vous n'avez rien compris, cette loi est formidable. Mais la France perd son temps. Avec François Hollande, la France perd son temps. Et alors, vous avez fait un petit compliment à Manuel Valls. Voilà, il mais reconnaît ses erreurs. Dites-vous, non, mais quel bilan faites-vous là? Il est là depuis bientôt 3 mois. Enfin, je ne sais pas s'il est reconnu exactement. Écoutez, comme ça. S'il est là pour faire le syndic de faillite des 2 premières années du quinquennat de François Hollande, tant mieux. Comme je n'ai pas grand-chose à sauver des 2 premières années de François Hollande, Manuel Valls fait le syndic de faillite des 2 premières années de François Hollande. Le drame, c'est qu'au bout du compte, la France piétine et que les Français s'en sortent de moins en moins bien. Parce que je circule beaucoup dans le pays, je vois beaucoup de Français, et ce que je constate, c'est que les Français vivent de moins en moins bien. Que ceux qui travaillent sont accablés d'impôts,
que ceux qui viennent de remplir leur déclaration de revenus pour l'année passée, je pense qu'ils ont tous manqué d'avoir un arrêt cardiaque en regardant ce qui les attendait. Que tous ceux qui créent des entreprises sont déprimés, que tous ceux qui ont leur PME partout en France se disent qu'ils n'arriveront plus à s'en sortir. Et pour moi, c'est ça les questions prioritaires aujourd'hui. Que beaucoup de Français voient que le communautarisme est en train de gangrener notre société et que contre tout ça, rien n'est fait. Syndic de faillite, vous dites pour Manuel Valls, est-ce qu'il est aussi le syndic de faillite du PS? Puisque ce week-end, vous avez entendu comme tout le monde cette phrase qui a fait beaucoup de bruit, Oui. La gauche peut mourir, le PS peut mourir. Est-ce que vous partagez cette analyse? C'est une analyse que j'ai faite publiquement avant Manuel Valls. Donc c'est une analyse que je rejoins. Et de ce point de vue-là, il est encore le syndic de faillite, non seulement de François Hollande, mais du Parti socialiste. Parti socialiste avec lequel, d'une certaine façon, il n'a plus grand-chose à voir, Manuel Valls. Simplement, ce qui m'inquiète, c'est, au-delà de la situation du Parti socialiste et de Manuel Valls, parce qu'on le voit bien, ils sont en situation d'échec, et le Parti socialiste n'a pas les solutions pour sortir de cet échec. Emmanuel Valls n'a pas la majorité à disposition pour sortir de cet échec. Mais qu'est-ce qui résulte de tout ça? C'est une situation politique globale en France qui est particulièrement préoccupante. Un PS qui est mort, une UMP qui est convalescente et un Front National qui tire les marrons du feu. Eh bien, ça m'inquiète pour mon pays. Bruno Le Maire, Ça m'inquiète pour mon pays. Et c'est bien pour ça que je veux prendre la tête de l'UMP, pour qu'on redresse la seule force d'opposition crédible au Parti socialiste. Vous dites UMP convalescente, l'UMP peut mourir comme le PS? L'UMP n'est pas passé loin du gouffre il y a quelques jours. On le sait tous. Et je pense que les Français, notamment ceux qui nous Elle n'est soutiennent... pas passée loin, elle a ressuscité brusquement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque vous dites qu'il y Elle avait un ressuscité, gouffre, elle n'est pas tombée dedans, mais on n'a pas le sentiment Quand qu'il s'est passé Lazare grand-chose. ressuscite, il se relève Il et ne marche. meurt pas le lendemain. Et il marche. Nous ne sommes pas encore tout à fait en état de marche. Nous sommes convalescents. Mais notre responsabilité, elle est écrasante. Elle est écrasante parce qu'il n'y a plus de Parti socialiste. Parce qu'il y a une majorité en lambeaux. Parce que le président de la République n'a plus aucun cap. Et parce que celle qui est en embuscade, c'est Marine Le Pen avec le Front National. Et que je ne souhaite pas à la France, à mon pays, auquel je suis viscéralement attaché, le traitement que préconise Madame Le Pen. Et donc je souhaite que dans les mois qui viennent, le plus vite possible, la seule force d'opposition crédible, la seule force capable de contenir le Front National, c'est-à-dire l'UMP, on l'a vu aux élections européennes, 20%, c'est pas un score formidable, mais c'est la seule force qui résiste aujourd'hui au Front National, se redresse, redevienne la première force d'opposition et puisse constituer une alternative crédible. Christophe Jolivet. La partie s'annonce ardue puisque 65% des Français pensent que l'UMP devrait disparaître dans son état actuel. Est-ce que vous seriez président d'une UMP transitoire pour rebondir sur autre chose? L'UMP est la seule force d'opposition crédible. La seule alternance Mais que possible. répondez-vous à ces 2 tiers de Français qui pensent que la structure telle qu'elle Je existe devrait réponds disparaître? un pas après l'autre. Il y a un congrès en novembre. C'est pour nous le seul espoir de relancer notre famille politique et d'en refaire une famille politique digne et crédible. Ne manquons pas cette étape. C'est une étape décisive. Vous concevez qu'elle puisse disparaître pour devenir autre chose? Tout est mortel, les partis compris. Tout est mortel, les partis compris. Mais le jour où les grands partis de gouvernement disparaissent, qu'est-ce qu'il y a à la place? Est-ce que spontanément, vous allez voir émerger une nouvelle force de droite? Je n'y crois pas. Je pense que si nous empruntons cette voie extraordinairement périlleuse de la disparition de l'UMP pour refonder autre chose, c'est le Front National qui en profitera. Moi, je veux redresser l'UMP, parce que je suis attaché à ma famille politique, parce que je me bats pour cette famille politique depuis plusieurs années, et parce que j'estime qu'il nous reste 3 ans avant les grandes échéances nationales. À peine 3 ans. Eh bien, en 3 ans, la priorité absolue, c'est pas d'abattre l'UMP pour reconstruire autre chose, c'est de redresser l'UMP telle qu'elle existe. En conservant son nom. En conservant son nom, on peut soumettre le choix aux militants, ça ne me pose pas de difficulté. Mais c'est l'identité même de ce qu'est l'UMP qui doit être préservée. C'est-à-dire une force de la droite et du centre qui s'oppose au gouvernement en place et qui apporte une solution crédible aux problèmes des Français. Vous dites une force de la droite et du centre, mais est-ce que vous êtes sur la même ligne qu'Alain Juppé qui souhaite une alliance ou un rapprochement de manière beaucoup plus effective avec l'UDI et les centristes qui, eux, n'en veulent pas, on l'a bien compris? Non, moi je ne souhaite pas qu'on débatte aujourd'hui des alliances. Je ne le souhaite pas. Je souhaite qu'on définisse clairement ce qu'est l'UMP et quelles sont les solutions qu'elle propose pour les Français. Moi je propose des lignes qui sont claires.
Je veux un État régalien fort, je veux des entreprises libres et je veux une famille politique qui s'attaque à la refondation complète du système éducatif français. Ce sont des lignes claires, des propositions claires. On peut ne pas être d'accord, mais c'est comme sur le mariage pour tous. Je crois qu'un chef, c'est quelqu'un qui sait où il va et ce qu'il veut pour sa famille politique. Je veux une famille politique qui défend un État régalien fort, de la sécurité, de la justice, du respect des règles. Je veux des entreprises qui soient libres, parce que seules des entreprises libres pourront créer des emplois en nombre suffisant en France. Donc qu'on en finisse avec les seuils sociaux, qu'on en finisse avec un droit du travail exagérément lourd qui empêche la création d'emplois et qu'on prenne à bras-le-corps la question de la refonte de notre système éducatif qui aujourd'hui est en mauvaise situation. Et alors un mot sur l'UMP, parce que vous vous présentez comme le candidat du renouveau, c'est un mot que vous employez souvent, vous voulez rompre avec les vieilles méthodes, mais c'est vrai que concrètement, on n'a pas tout à fait compris comment rompre avec, entre guillemets, les vieilles méthodes du parti. Alors certains, comme notamment Xavier Bertrand, proposent, eux, alors il n'est pas candidat, mais bon, proposent carrément de tourner la page de 2012 en demandant à ceux qui vont être entendus, dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Big Malion, le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy de 2012, de se mettre à l'écart au moins le temps de l'enquête. Est-ce que ça peut faire partie du renouveau, de la rupture avec les vieilles méthodes à laquelle vous appelez? Pour moi, le renouveau, c'est pas ça. Ah bon. Le renouveau, c'est le renouveau dans les pratiques politiques. Et je vais vous dire une chose très simple. Le renouveau, c'est s'appliquer à soi-même les efforts qu'on demande aux Français. On ne peut pas dire aux Français changer, et puis nous, les responsables politiques, on ne change pas. Moi, je me suis appliqué ce changement. Le renouveau, c'est dire qu'on est contre le cumul des mandats parce qu'il vaut mieux être député à 100% ou maire à 100%, mais pas les deux à la fois. Je me le suis appliqué. Je suis l'un des rares, effectivement, à l'UMP, à ne pas cumuler mon mandat de député avec un mandat de maire. Je me le suis appliqué. J'estime que le renouveau, c'est être capable de limiter le nombre de mandats dans le temps. Je suis là aussi l'un des rares à avoir dit très clairement que je ne ferai que 3 mandats de député. Parce que si on veut faire de la place aux jeunes, il faut bien s'imposer la règle de renouvellement régulier. 3 mandats successifs, ça me paraît suffisant. Le renouveau, c'est dire qu'on va réduire le nombre de parlementaires. Je propose 400 députés au lieu de 577. Ce qu'on ne peut pas dire, là encore, aux entreprises, aux services publics, vous devez travailler plus avec moins de moyens, sauf que nous, à l'Assemblée nationale, on reste 577 et même on augmente. Et concernant les leçons qu'on pourrait tirer justement de ce qui s'est passé, de je vais y venir, mais allons au fond de ce qu'est ce renouveau dans les pratiques. C'est aussi dire que lorsque vous êtes fonctionnaire, que vous avez eu la chance de sortir de l'École nationale d'administration, ce qui est mon cas, ça me fait un défaut supplémentaire. Lorsque vous vous engagez dans la vie politique, eh bien vous démissionnez de votre poste de haut fonctionnaire. Moi, je ne peux pas dire aux Français, voilà, je m'engage en politique, mais si jamais ça tourne au vinaigre, j'ai mon poste de haut fonctionnaire qui m'attend tranquillement, bien au chaud, et que je retrouve quoi qu'il arrive. C'est ça le renouveau des pratiques politiques. Quant aux candidats, chacun est libre d'être candidat. Ah bon ? Chacun est libre d'être candidat, mais c'est à chacun de le dire. Moi, je n'ai pas froid aux yeux. Je veux être président de l'UMP. Je le dis. Je ne négocie pas avec les uns, avec les autres. Je ne rentre pas dans la tambouille politicienne. Je dis que je veux être président de l'UMP parce que je pense que l'UMP a besoin d'un chef nouveau, parce que je pense que l'UMP a besoin d'un chef qui rassemble, parce que je pense que l'UMP a besoin d'un chef qui écoute les militants, parce que je pense que l'UMP a besoin d'un chef qui est capable d'écouter chacune des sensibilités de notre famille politique. Nicolas Sarkozy doit déclarer sa candidature à la présidence de l'UMP avant la fin du mois d'août, puisqu'on a compris d'après Brice Hortefeux que le deadline c'était le fin août, début septembre. Est-ce qu'il doit se déclarer avant? Je ne fixe d'ultimatum à personne. On n'a pas à parler à la place de Nicolas Sarkozy. Maintenant, c'est à lui de dire quelles sont ses intentions. Moi, je ne tourne pas autour du pot. J'ai attendu qu'il y ait cette réunion du bureau politique de l'UMP pour m'assurer que la situation était stabilisée. Elle a été stabilisée avec la mise en place de ce triumvirat. Et dès le lendemain, parce que c'est important le choix des dates, dès le lendemain, j'ai annoncé ma candidature à la présidence de l'UMP. Parce que j'estime qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Quand on veut quelque chose, quand on veut vraiment, et quand on a vraiment envie d'être président de l'UMP, de redresser son parti, on le dit, on le fait, on se déclare. Alors prenons les choses différemment. Est-ce que si Nicolas Sarkozy se déclare, bon, quand il le souhaite, puisque vous ne lui souhaitez pas d'ultimatum, est-ce que vous maintenez votre candidature face à Nicolas Sarkozy à la présidence de l'UMP? Je ne comprends même pas que vous me posiez cette question. D'accord. Mais je vous la pose quand même. Est-ce que si Nicolas Sarkozy déclare sa candidature, est-ce que vous irez contre Nicolas Sarkozy au Congrès à l'UMP? Pourquoi est-ce que vous me posez cette question?
Parce qu'il y a des amis de Nicolas Sarkozy qui souhaiteraient que ce soit un boulevard pour l'ancien président s'il devait se représenter. Gardez-vous de vos amis, gardez-vous de vos ennemis, je m'occuperai de mes amis, comme dit très bien le dicton. Rien ne m'arrêtera. Rien. Rien parce que je crois dans le renouveau. Parce que j'estime que la meilleure solution pour notre famille politique, c'est de tourner la page, d'être capable de montrer qu'il y a un renouveau, et que ce sont les militants qui décideront de cela. Mais de tourner quelle page? Parce que on a l'impression que vous ne voulez pas dire clairement que vous voulez justement tourner la page, que vous le c'est parce que c'est mais pas vous une n'allez question pas de jusqu'au bout personne. en disant clairement Mais je vais vous dire les méthodes très simplement, de la campagne de 2012. On ne gagne jamais une élection contre quelqu'un. Ou alors ça fait une mauvaise élection. François Hollande a gagné son élection contre Nicolas Sarkozy. Ça fait un mauvais président de la République. Moi, je veux être un bon président de l'UMP. Et donc, je ne veux pas gagner contre Nicolas Sarkozy ou pas contre un tel, Sarkozy, mais contre des méthodes peut-être. Ou contre qui que ce soit d'autre. Je veux gagner pour le renouveau des pratiques politiques qui est nécessaire. Je veux gagner pour la clarté des positions que je défends. Je veux être libre. Je veux être libre de dire que effectivement, une réforme de l'indemnisation du chômage, c'est indispensable en France. Sans que tout le monde à l'UMP me tombe dessus en me disant « Ah, ce que vous proposez, ça va beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop audacieux. » Je veux de l'audace. Je veux être libre de mon audace. Et je me donne les moyens. Le meilleur moyen pour ça, c'est d'être élu président de l'UMP. Vous n'êtes jamais élu contre. Moi, je n'ai pas d'ennemis à l'UMP. Je n'ai pas d'adversaires. C'est des gens qui sont la même famille que moi, des gens que je respecte, avec qui je travaille depuis des années. J'ai été fier d'être ministre de Nicolas Sarkozy. Je ne vais pas aujourd'hui commencer à m'attaquer à Nicolas Sarkozy. Ça n'aurait aucun sens. Par exemple, je suis que candidat Bertrand pour un va projet. trop loin dans ses attaques contre Nicolas Sarkozy, par exemple. Est-ce que vous Mais considérez... chacun est libre. Chacun est libre. La liberté, c'est une valeur absolument essentielle. Respectons les libertés des uns des autres. Moi, je vous dis simplement, je suis candidat pour le renouveau. Et j'irai jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, quels que soient les candidats en face. Et je fais confiance aux militants, parce que je sais qu'ils veulent ce renouveau, parce qu'ils me le disent, parce qu'ils me l'écrivent, parce que dans les meetings partout en France, ils le réclament, parce qu'ils m'envoient des courriers, parce qu'ils m'envoient des mails, parce qu'ils m'envoient des messages très clairs pour dire « portez ce renouveau ». Eh bien, je le porterai, je ne me défilerai pas et j'irai jusqu'au bout. Vous décrivez quand même une UMP en échec, quand vous décrivez les ambitions, ce à quoi doit ressembler... Qu'est-ce que c'est qu'un grand parti d'opposition? C'est un parti qui est digne, parce que je crois à la dignité de la vie politique. Il ne l'a pas été jusqu'alors. Et un parti qui est crédible. D'accord. Sommes-nous dignes? Aux yeux des Français, non. Et crédible? Sommes-nous crédibles? Aux yeux des Français, pas encore. Eh bien moi, j'aimerais devenir président de l'UMP pour qu'au bout du compte, on dise ce parti est digne et ce parti est crédible. Donc, vous faites... De telle façon qu'au bout du compte, nous puissions retrouver, quelle que soit la personne qui portera nos couleurs en 2017, que nous puissions retrouver le pouvoir national, mais le retrouver pas pour nous, pas pour nos petites ambitions personnelles, pas pour être assis dans un joli fauteuil, mais pour faire enfin le travail qu'on n'a pas fait depuis 15 ans. Le travail qui permettra de redresser notre pays. L'affaire Big Malion a largement entaché l'image de l'UMP. Vous, président de l'UMP, que faites-vous pour que cela ne se reproduise pas, outre la publication des comptes, la transparence? Je ferai des propositions dans les jours qui viennent pour garantir, si je suis élu président de l'UMP, un autre fonctionnement en matière de gestion des comptes. Je pense que le minimum syndical, c'est la transparence régulière, c'est fournir les comptes aux militants, c'est leur dire des choses toutes simples. Vous avez cotisé 25 € pour une cotisation pleine. À quoi a servi l'argent? Dans le budget de l'UMP, quelle est la part qui sert à la communication? Quelle est la part qui sert au transport? Quelle est la part qui sert au meeting? Quelle est la part qui sert au fonctionnement, au traitement des employés de l'UMP? Je crois que c'est quand même le minimum. Donc la transparence... que chaque militant soit informé de ça. Nous ne le sommes pas. Vous trouvez ça normal? La transparence jusqu'au bout, donc. La transparence du premier euro dépensé jusqu'au dernier. Dans n'importe quelle entreprise, privée ou publique, on fait la transparence sur chaque euro dépensé. Je ne vois pas pourquoi les militants n'auraient pas droit à cette transparence totale. Ils doivent savoir à quoi servent leurs cotisations. Dans votre projet là pour l'UMP, il y a à la fois des mesures pour l'UMP elle-même, mais également, vous l'avez beaucoup dit, des mesures pour la France. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à vos yeux, le président de l'UMP doit être au-delà d'un simple gestionnaire, celui qui va préparer le projet présidentiel pour 2017 du parti, et celui qui pourra éventuellement le porter à la primaire? Le président de l'UMP, pour moi, il doit assurer la bonne gestion du parti, bien entendu, s'occuper des militants, qui sont la vraie force de notre parti, rendre des comptes, être transparent sur le fonctionnement du parti, ça c'est tout un aspect essentiel du rôle du président de l'UMP. Et puis il a un deuxième rôle, c'est d'être un opposant de fer à la ligne politique actuelle,
capable de proposer une autre ligne politique. Tous ceux qui disent que le président de l'UMP pourrait se contenter d'être un simple gestionnaire, je ne suis pas d'accord avec cette analyse-là. Je pense que nos militants demandent aujourd'hui un vrai chef. Quelqu'un qui est capable de diriger la boutique, mais capable aussi d'incarner une ligne politique. Et donc de se présenter à la primaire pour la présidentielle. Il aura, suivant ce qui est prévu par les statuts, tout loisir de décider le moment venu ce qu'il voudra faire. Donc vous n'êtes pas sur la ligne qu'Alain Juppé ? Non, je ne suis pas sur cette ligne-là. Je suis sur la ligne des statuts. Les statuts sont très clairs. Si le président de l'UMP veut se présenter à la primaire, il a le droit de le faire. Simplement, et ça me paraît aussi légitime, il doit démissionner quelques semaines avant pour garantir l'impartialité de cette élection. Ça me paraît le bon sens. Comme moi, le bon sens, ça me plaît, je le défends. Christophe Joly. Nicolas Sarkozy aurait dit que vous manquez de notoriété, de charisme. C'est bien pour là que je suis là. Oui. Pour gagner en notoriété. Mais vous êtes conscient que vous avez un déficit de notoriété, voire de charisme ? Vous souscrivez à ce propos ? C'est les militants qui décident de ça. Ça ne m'empêche vraiment pas de dormir. Me dire, tiens, ma notoriété, est-ce qu'elle est basse, est-ce qu'elle est élevée, est-ce qu'elle progresse ? Elle doit nécessairement progresser. Il y a plein de choses qui m'empêchent de dormir, mais vraiment pas ça. On se souvient qu'en 2012, vous n'aviez pas été jusqu'au bout de votre candidature à la tête de l'UMP, à l'époque du fameux duel Copé-Fillon, faute de parrainage suffisant. Soyons précis. Je voulais aller jusqu'au bout de cette candidature. Mais il se trouve que certains avaient accès au fichier des militants, d'autres non. Ni Nathalie Kosciusko-Morizet, ni moi-même, qui étions les deux candidats indépendants, n'avons eu accès au fichier. C'est compliqué de faire campagne quand vous ne savez pas à qui vous pouvez vous adresser. Et cette fois, vous êtes confiant ? Vous en êtes tout dans les parrainages, des soutiens ? Je souhaite que, évidemment, tous les candidats, quels qu'ils soient, et plus il y aura de candidats, mieux ce sera, aient accès au fichier, puissent s'adresser directement aux militants, qu'on ait tout simplement ce qui est le b.a.-ba de la démocratie, une élection transparente, une élection équitable, où chacun est traité sur un pied d'égalité. Et vous en voulez à Jean-François Copé, à son équipe à l'époque, de ne pas avoir donné accès ? C'était lui qui dirigeait l'UMP. Qu'en 2012, je n'ai pas pu me présenter dans des conditions équitables. Je souhaite qu'en 2014, cette élection soit rigoureusement l'inverse de celle que nous avons connue en 2012. C'est-à-dire une élection où il y a plusieurs candidats, et pas simplement un face-à-face comme entre Jean-François Copé et François Fillon. Une élection où les règles soient les mêmes pour tous. Une élection qui soit transparente et une élection qui soit irréprochable. Nous n'avons pas le droit de manquer ce rendez-vous démocratique pour notre famille. Alors, il nous reste 5 minutes d'émission. Bruno Le Maire, invité du rendez-vous politique des Indes radios Métro News et LCI. On va terminer par la question d'une radio du groupement, Radio Orient, question posée par le journaliste Loïc Barrière. Bruno Le Maire, bonjour. Pensez-vous que la France a un rôle particulier à jouer dans le monde arabe ? Je pense notamment à la situation en Irak, en rappelant que vous étiez auprès de Dominique de Villepin lors de son fameux discours à l'ONU. Je pense également à la situation en Syrie après l'élection de Bachar el-Assad, mais aussi au Liban, où les institutions sont actuellement bloquées. Vous savez, en janvier 2003, j'ai participé à une réunion sur le terrorisme aux Nations Unies à New York et à un entretien entre le secrétaire d'État américain de l'époque, Colin Powell, et Dominique de Villepin. Et je me souviens de la remarque de Dominique de Villepin, c'était il y a 10 ans. Monsieur le secrétaire d'État, cher Colin, si vous attaquez l'Irak et si vous renversez le régime de Saddam Hussein, vous aurez dans un premier temps la partition de l'Irak et dans un deuxième temps les islamistes au pouvoir. 10 ans plus tard, c'est ce qui risque d'arriver, avec des islamistes d'origine sunnite qui essayent de prendre le pouvoir à Bagdad. Nous avons eu raison. Dominique de Villepin, Jacques Chirac, tous ceux qui ont travaillé avec eux à l'époque ont eu raison. Et j'estime que ça nous donne une responsabilité particulière dans les crises actuelles. Oui, nous avons à intervenir sur tous ces sujets qui touchent le monde arabe. Oui, nous devons définir une stratégie plus claire. Moi, je propose, par exemple, depuis maintenant plusieurs mois, je prêche un peu dans le désert, que nous nous rapprochions de l'Iran. L'Iran, qui est un pays où le chiisme est solide, qui est au cœur de l'État iranien, peut être un pôle de stabilité. Je ne méconnais absolument pas le régime iranien, je sais parfaitement quels peuvent être ses comportements, je sais parfaitement ses intentions en matière nucléaire, mais nous avons à dialoguer avec l'Iran pour en faire un pôle de stabilité dans le monde arabe. Nous avons un rôle à jouer comme premier fournisseur d'aide au développement dans le conflit israélo-palestinien, premier fournisseur d'aide au développement pour les territoires palestiniens, nous avons un rôle à jouer aussi sur le conflit israélo-palestinien. Et je souhaite que tous ces sujets étant évidemment étroitement liés, la diplomatie française
prenne l'initiative, aussi bien sur la question irakienne que sur la question israélo-palestinienne, pour ouvrir le dialogue, s'appuyer sur une troïka qui pourrait être composée de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne, comme nous l'avions fait en 2003, rapprocher les Américains, les Russes et les Iraniens et essayer d'apporter des solutions au monde arabe. Le monde arabe concerne directement nos intérêts. Directement. Vous avez des centaines de ressortissants français qui sont allés se former en Syrie, qui peuvent revenir en France, perpétrer des attentats comme ceux qui ont été commis à Bruxelles. Il y a une menace sérieuse. Donc que la diplomatie française prenne ses responsabilités et prenne des initiatives. D'accord, donc de mettre les gens autour de la table et pas du tout, vous n'êtes pas du tout favorable à une intervention en Irak à laquelle Dominique de Villepin n'était pas favorable déjà en 2003. Moi, je souhaite que la France soit à l'origine d'un nouveau dialogue qui associerait 3 États européens, Grande-Bretagne, France, Allemagne, l'Iran, qui est un pôle de stabilité important, la Russie et les États-Unis. Frédéric Delpech. Alors pour conclure cette émission, juste un mot très rapide. Il y a un débat actuellement qui agite un peu la gauche sur la nomination voulue par François Hollande de Jacques Toubon comme défenseur des droits. Et l'argument de beaucoup de socialistes, c'est de dire Jacques Toubon, il n'a quand même pas voulu voter contre la dépénalisation de l'homosexualité et donc il a pris des positions extrêmement dures sur ce sujet-là. Est-ce que vous aussi, vous avez des réserves sur cette nomination ? Non, je n'ai pas de réserve. Je pense que Jacques Toubon ferait un formidable défenseur des droits. Je pense qu'il a beaucoup évolué sur les sujets que vous venez de mentionner, qu'on lui fait un mauvais procès et que c'est le signe de ce qu'est aujourd'hui le Parti socialiste et une grande partie de la gauche. Il y a beaucoup de gens sectaires. C'est du sectarisme de dire ça de Jacques Toubon. Toute personne qui connaît Jacques Toubon sait que c'est un authentique républicain, quelqu'un qui est attaché à la défense des droits les plus faibles, quelqu'un qui est attaché à la justice. Il ferait un formidable défenseur des droits. Il faut vraiment être bien sectaire pour dire ce qui peut être dit actuellement de Jacques Toubon. Donc vous créditez François Hollande de cette nomination ? Si la nomination est confirmée, parce qu'avec François Hollande, on est habitué aux Mais décisions s'il le fait, sur lesquelles vous on vous en revient. féliciterez. Ce serait une bonne décision de sa part. Si François Hollande nomme Jacques Toubon défenseur des droits, ce sera une bonne décision. Voilà. Sur cette note consensuelle, nous terminons l'émission. Merci Bruno Le Maire, invité du rendez-vous politique des Indes radios Métro News et LCI. Merci à vous.